Monsieur le Président du Haut Conseil de l'enseignement, Messieurs les ministres, Monsieur le professeur Abdellatif Barouaoui, chers collègues, laissez-moi vous dire tout d'abord mon contentement et je dirais même l'honneur que je reçois d'être invité parmi vous et la conscience que j'ai de l'importance de ce colloque où le Maroc audacieusement envisage à réformer. Et avant de réformer, il faut repenser les systèmes éducatifs. C'est un problème qui se pose d'ailleurs partout dans le monde, évidemment dans des contextes différents. Et ce que je vous dirais ici, ce n'est pas d'intervenir dans les caractères spécifiquement marocains, nationaux, de l'enseignement au Maroc, mais plutôt d'intervenir sur un certain nombre de problèmes fondamentaux que se posent à l'enseignement ailleurs et bien entendu ici. Tout d'abord, il y a une chose qui est absente des manuels d'enseignement et que pourtant avait indiqué le philosophe Platon. Il disait, pour enseigner, il faut de l'éros. L'éros, c'est de l'amour. L'amour pour la connaissance, l'amour pour les élèves. C'est-à-dire que enseigner n'est pas seulement un métier, une profession, c'est une mission sociale de la plus haute importance. Et donc, c'est en tenant compte de cette importance qu'il faut envisager cette mission. Cette mission, moi je crois, elle a été formulée par notre philosophe Jean-Jacques Rousseau, qui a consacré un livre à l'éducation qu'il appelle l'Émile. Et le maître, parlant de l'élève, lui dit « Je veux lui enseigner à vivre ». Et je compléterai cette idée maîtresse par une formule de notre philosophe Montaigne qui dit « Mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine ». Il ne s'agit pas de farcir la tête des élèves de quantité de savoir, il faut lui donner l'art d'organiser le savoir, de distinguer l'important du secondaire, l'art, en quelque sorte, de penser. Qu'est-ce que c'est que penser? Penser, c'est l'art d'organiser les connaissances. Alors, il y a de très nombreux problèmes et je ne les évoquerai pas tous. Je pense par exemple à l'ouverture sur la société. J'y pense parce qu'il y a un lycée d'excellence en France, à Douai, qui porte mon nom, et où les enseignants envoient les élèves au tribunal pour qu'ils voient comment fonctionne la justice, dans une ferme pour qu'ils voient comment fonctionne l'agriculture. Ils l'ensomment et les font sortir de l'école pour les mettre dans le monde social. C'est une chose à méditer, mais je n'insisterai pas là-dessus, puisque je voudrais concentrer mon exposé sur des notions qu'il me semble indispensable d'introduire dans notre enseignement, peut-être dès le primaire, de toute façon dans le secondaire qui est là, qui correspond à cet âge d'adolescence
où les esprits se forment, se cristallisent, et bien entendu, à l'université. Alors, ce que je dirais, c'est que, bon, on parle beaucoup, un peu partout dans le monde, de l'interdisciplinarité. Et il est vrai que j'étais un des promoteurs, il y a 50 ans, de cette idée au CNRS. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les questions importantes nécessitent l'éclairage de plusieurs disciplines, que ce soit dans la recherche ou que ce soit dans l'enseignement. D'ailleurs, dans ce lycée dont je vous parle, dans ce lycée d'excellence, les enseignants, les jeunes enseignants qui sont jeunes, ont plaisir à coopérer. Par exemple, se pose un problème de science qui est la lunette de Galilée. Vous savez, qui a permis à Galilée, au début du XVIIe siècle, de pouvoir regarder la Lune, de pouvoir cette lunette, ce qui est un événement dans l'histoire des sciences. Or, cette lunette, elle obéit à la physique, c'est un problème de physique, c'est aussi un problème d'histoire des sciences, et c'est aussi un problème d'histoire des idées, d'histoire de la civilisation, puisque vous savez qu'à partir de Galilée, chez nous, la conception du système solaire a changé avec aussi Copernic. Enfin, il y a beaucoup de problèmes où il faut à la fois le professeur d'histoire, le professeur de sociologie, le psychologue, coopèrent ensemble pour éclairer des grandes questions contemporaines. Mais vous savez qu'en France, il y a des résistances. Et pourquoi y a-t-il des résistances, notamment dans le secondaire? C'est parce que les enseignants du secondaire sont des personnes très probes et qui ont vu leur prestige et leur influence diminuer dans la société. D'abord, beaucoup d'enfants, de jeunes, s'éduquent ou apprennent à travers Internet, à travers la télévision. Les parents pèsent de plus en plus fortement sur les enseignants quand ils ne sont pas contents des mauvaises notes de leurs enfants. Et donc, les enseignants du secondaire ont perdu un prestige qu'ils avaient immense. Et, dans le fond, leur résistance, c'est de se refermer sur leur discipline. Mais en fait, je le répète, les grands problèmes sont et je dirais transdisciplinaires. Et c'est dans ce sens-là que je pense que tout, comme je le disais, étant donné que toutes les grandes questions nécessitent la mobilisation de disciplines diverses, introduire ces grandes questions dans l'enseignement entraînera par lui-même, cette introduction introduira par elle-même une nouvelle mentalité, une nouvelle culture plus ouverte. Ce n'est pas, pour moi, nier les disciplines. L'apport historique des différentes disciplines est immense, il doit continuer, mais nous savons qu'une discipline est féconde quand le chercheur est ouvert sur la culture en dehors de sa discipline. Et d'ailleurs, que beaucoup de découvertes importantes dans les sciences se sont faites non pas à l'intérieur d'une discipline, mais à côté, comme par exemple la découverte de l'ADN qui porte notre message héréditaire, a été fait à partir de chimistes et non pas de biologistes. Innombrables sont les découvertes. Einstein était un ingénieur avant d'être un physicien, et Darwin, qui est aujourd'hui est un penseur de l'évolution biologique, était un amateur éclairé qui n'avait même pas de grade universitaire, mais qui avait réfléchi au cours de ses voyages en voyant les oiseaux. Bon,
Ces préliminaires étant dit, je propose d'introduire la connaissance comme objet, comme thème dans l'enseignement. Mais vous me direz, mais l'enseignement distribue des connaissances. Bien sûr, mais il ne se pose jamais la question de la connaissance comme pouvant être une source d'erreur et d'illusion. Et pourquoi donc ça peut être une source d'erreur et d'illusion? C'est parce que les connaissances ne sont jamais des photographies de la réalité. Ma connaissance la plus élémentaire, qui est la perception visuelle, c'est-à-dire ma connaissance qui me vient par mes sens, par mon regard, c'est une connaissance où les stimuli photoniques qui arrivent à ma rétine sont transformés en un code binaire et toutes ces informations arrivent au cerveau et après un travail de reconstruction, j'ai ma perception. Et la preuve, nous la savons tous, peut la comprendre, c'est que par exemple, quand dans une assemblée comme celle-ci, je vois les gens du premier rang, dans ma rétine, ils sont plus grands, beaucoup plus grands que ceux du dernier rang, mais ça je ne me rends pas compte, parce qu'un processus qu'on appelle la constance perceptive fait que je vois que tous les êtres humains sont à peu près de la même taille, qu'ils soient loin ou qu'ils soient peu proches. Et pour vous dire aussi que cette perception qui est si fiable, dans certains moments, elle nous trompe. Pourquoi? Parce que l'émotion la perturbe. Quand vous voyez un accident d'automobile, selon la position où vous êtes, vous avez une vision très différente d'une autre personne qui a vu l'accident, sur la responsabilité. Moi-même, il m'est arrivé une fois, j'étais à un carrefour et je vois qu'à un feu devenant vert, un cycliste passe et puis qu'une voiture le renverse qui est passé au rouge. Je me suis précipité, mais le cycliste m'a dit non, non, c'est moi qui me suis trompé, je suis passé au rouge, la voiture est passée. Et pourquoi est-ce que je me suis trompé? Parce qu'il est tout à fait normal que je pense que le responsable, c'est le gros qui écrase le petit. Mais les erreurs de... Il y a un livre remarquable qui m'a beaucoup formé, qui s'appelle « Du témoignage » d'un Anglais qui s'appelle Norton Cru. Ce sont des témoignages de soldats de la guerre de 1914, des Anglais, des Français, des Allemands. Eh bien, le même événement est vu de façon tout à fait différente par les uns et par les autres. Donc, il faut apprendre aux enfants qu'ils peuvent se tromper. Et pourquoi ils peuvent se tromper? Parce que toute connaissance est une traduction suivie de reconstruction, et que ce qui est vrai pour la connaissance visuelle est vrai pour les mots de notre langage, qui sont eux-mêmes des traductions et des reconstructions. C'est vrai pour nos idées, c'est vrai pour nos théories, c'est vrai pour nos philosophies. Et donc, ce merveilleux instrument qu'est la connaissance est quelque chose qui peut nous égarer. D'ailleurs, réfléchissez, regardez l'histoire humaine, regardez tous ces hommes d'État qui ont pris la décision de déclencher une guerre sûre de la victoire qu'ils remporteront sur leur ennemi. Et souvent, ces décisions se sont traduites par des désastres. Je pense, par exemple, vous pensez à l'histoire de France, à Napoléon III, qui déclare la guerre à la Prusse, persuadé de la victoire, et finalement la France s'est fait envahir par la Prusse. Ne parlons pas de Hitler, ne parlons pas d'autres cas, mais je veux dire que nous sommes hantés par le problème de l'erreur et de l'illusion. Alors, ceci se pose aussi pour les individus. Est-ce que je ferai le bon choix d'un métier?
est-ce que le métier que je choisirais est celui qui convient à ma nature, à mon tempérament? Est-ce que quand je déciderai de me marier, est-ce que vraiment la personne avec qui je voudrais me marier est la personne qui correspond vraiment à une union durable et belle? Et quand je joue, quand je vote, est-ce que vraiment j'ai voté pour le bon candidat, etc., etc. Nous sommes... Alors, ce qui se faut enseigner, ce n'est pas seulement la perception, c'est que justement, il y a un vice souvent dans nos connaissances qui est la réduction. C'est-à-dire, au lieu de voir l'ensemble d'un problème, ses différentes facettes, nous avons tendance à ne voir qu'un aspect. Nous voyons, quand c'est quelqu'un ou un objet qui nous est sympathique, nous voyons le bon aspect et nous oublions les aspects négatifs. Et quand c'est un objet ou quelqu'un qui nous est antipathique, nous voyons son pire aspect et nous oublions. Les êtres humains sont complexes, sont un mélange de bons, de mauvais selon les circonstances. Et donc, il faut surtout apprendre, moi, ce que j'appelle le complexe, c'est-à-dire l'ensemble constitué d'éléments différents et qui fait que, effectivement, on ne peut pas se borner à un jugement expéditif. Et cela est très important pour un autre thème dont je vais vous parler, qui est la compréhension d'autrui. Mais en attendant de vous en parler, je crois que souvent, et dans les époques de passion, et notamment de passion politique, on devient réducteur. Alors on se voit soit comme l'empire du bien et les autres comme l'empire du mal. On arrive à ce qu'on appelle une vision manichéenne. Et là aussi, je pense que c'est une erreur de réduire l'autre à ses pires aspects réels ou imaginaires. Cela conduit à des conflits aveugles. Donc nous avons tout intérêt pour développer une conscience citoyenne pacifique, mais lucide. Nous avons tout intérêt à montrer que la réalité, souvent, n'est ni blanche, ni noire, ni grise, mais un mélange des choses. Ça dépend. Mais ce qui est important aussi, c'est que non seulement il y a cette vision manichéenne tend à se répandre très fréquemment et qu'il faut prévenir les enfants très tôt de ce danger, mais il y a aussi le fait que l'idéologie, c'est-à-dire la croyance que l'on a, sa vision du monde, l'idéologie va s'interposer entre soi et la réalité, et on va croire que c'est l'idéologie qui a la réalité. Ce qu'on appelle le fanatisme, c'est un aveuglement total sur la réalité que l'on croit posséder avec la logique. Et moi, j'ai été très intéressé dans le passé au cas des brigades rouges, c'est-à-dire ceux qu'on appelait les terroristes, mais qui étaient de gauche en Italie, de la bande à Bader en Allemagne, qui étaient aussi qui commettaient des attentats aveugles. Et c'était intéressant de voir comment leur conscience s'obscurcissait et finalement, ils ne voyaient plus. Bien entendu, cela peut s'appliquer pour beaucoup de fanatiques aujourd'hui du Daesh, et c'est très important quand même d'essayer de ne pas donner les racines intellectuelles du fanatisme, étant donné que le fanatisme peut avoir d'autres motivations, des motivations plus, disons, de volonté d'action, volonté de salut, etc. Mais je pense qu'au niveau de la connaissance, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir quand
pourquoi, à un moment donné, les brigades rouges ont cessé de commettre des attentats? C'est pas seulement parce que beaucoup d'entre eux ont été arrêtés, c'est parce qu'ils ont perdu l'espoir. Quel était leur espoir? Leur espoir était qu'ils allaient convaincre la classe ouvrière italienne à faire la révolution, et qu'ils allaient, provoquant la répression de l'État, faire de cet État un État fasciste qui pourra à ce moment-là être mieux dénoncé qu'un État démocratique. Mais ils n'ont pas réussi à transformer l'État italien en État fasciste. Ils n'ont pas réussi à éveiller les ouvriers comme ils croyaient le faire. Et c'est quand ils ont perdu l'espoir que ce mouvement a dépéri. Donc c'est assez important quand même de savoir que dans notre lutte contre toutes les formes de fanatisme, tant que celui-ci a un espoir, il peut prospérer. Et une fois qu'il verra que l'issue n'existe pas, alors il faut trouver les issues, ça dépasse bien entendu l'enseignement, mais je vous dis qu'au niveau de l'enseignement, la question de la connaissance doit être posée, et j'ajouterai de la connaissance pertinente. La connaissance pertinente, c'est la connaissance qu'on d'abord contextualise. Si vous n'êtes pas capable de contextualiser un événement, vous n'y comprenez rien. Quand vous avez vu, par exemple, je ne sais pas moi, les premières manifestations du Daesh, c'était nouveau, un nouveau territoire. Il fallait le contextualiser dans le contexte du Moyen-Orient et tout le reste. Dès qu'il y a un événement nouveau et surprenant, on se dit mais pourquoi? Et on essaye de l'insérer dans une histoire, dans une sociologie, etc. Donc, une connaissance pertinente, il faut toujours contextualiser. D'ailleurs, c'est ce que font les bons journalistes. Un bon éditorialiste, il prend l'événement et il essaye de l'intégrer dans un ensemble historique. Donc, il faut continuer, il faut contextualiser. Il faut aussi systémiser. Quand je dis systémiser, il faut mettre l'événement dans le système dont il fait partie. Et il faut enseigner aussi cette chose très importante pour la connaissance, c'est qu'un tout organisé est beaucoup plus que la somme des parties qui le constituent. Par exemple, prenez l'être vivant. Il est constitué de molécules physico-chimiques qui n'ont aucune des vertus de la vie. Mais c'est l'organisation complexe de ces molécules qui donne les propriétés de la vie, se reproduire, se réparer, connaître, etc. Donc, si vous voulez, il faut montrer, il y a tout un élément de propédeutique à la connaissance qui me semble tout à fait indispensable. Je ne veux pas trop développer là-dessus, mais pour revenir à deux autres points qui me semblent importants, il faut enseigner la compréhension d'autrui, parce que nulle part ce n'est enseigné. Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement utile dans le contexte mondial que nous vivons de plus en plus, où tout s'aggrave, mais il faut comprendre ceux d'une autre culture, ceux d'une autre croyance, et dans le fond, c'est cet effort que nous devons faire en France, notamment par rapport aux immigrés, aux descendants d'immigrés, ou même de ces fugitifs qui viennent du Moyen-Orient. Il faut comprendre autrui, il faut savoir qu'autrui, il faut respecter la différence, mais il faut penser qu'il est comme nous, les mêmes sentiments humains, la même capacité de souffrir et d'être heureux. Donc la compréhension. Et vous savez, cette compréhension, c'est pas seulement pour les étrangers, mais il y a beaucoup d'incompréhension, souvent, dans les familles, dans les gens qui travaillent ensemble. Il y a souvent, entre parents et enfants, incompréhension mutuelle. Et je pense que c'est très, très important, parce que l'incompréhension est un poison quotidien de la vie.
Et quand je reprends la formule de Jean-Jacques Rousseau, enseigner à vivre, c'est lutter contre tous ces poisons qui polluent nos vies. Et il y a une autre chose. Alors, je ne développe pas, mais pour enseigner la compréhension, vous savez qu'il faut faire appel à la psychologie, qu'il faut appel à la sociologie, à la connaissance des cultures, qu'il faut parfois faire appel à des psychanalyses, il faut appel à beaucoup de sciences, et sans aussi, je dirais même aux sciences biologiques, parce que nous avons aussi des mouvements d'humeur incontrôlés, que les colères, par exemple, ce sont des accès de folie provisoire qu'il faut considérer comme tels. Et d'ailleurs, j'arrive à un point qui est très important dans l'enseignement, mais qui doit découler de l'ensemble des enseignants sur le vivre. Bon, l'être humain est polarisé entre d'un côté la raison et d'autre côté la passion. Si la passion se déchaîne sans contrôle rationnel, c'est le délire, c'est la folie, c'est ce que les Grecs anciens appelaient l'hubris, l'ivresse ambitieuse, la mégalomanie. Bon. Mais la raison froide, glacée, elle peut fonctionner, même, elle n'existe même pas à l'état pur. Les travaux de Damasio, de Jean-Didier Vincent, les travaux qui ont été sur l'imagerie cérébrale, ont montré que dès qu'un centre rationnel est excité, il y a un centre émotionnel qui est aussitôt excité. Il n'y a pas de... Même le mathématicien, il aime la mathématique, il a la passion de la maths. Et le problème de la vie, c'est d'avoir toujours de la rationalité dans la passion, sinon on sombre dans le délire. Mais aussi de la passion dans la raison, parce que la passion donne la compréhension d'autrui, l'amitié, l'amour et toutes ces vertus qui nous sont capitales. Car il faut enseigner aussi que vivre, c'est vivre pas seulement en réalisant sa personnalité, ses aspirations, c'est les réaliser dans un cadre commun de communauté, que ce soit la famille, que ce soit une autre forme de communauté. Si nous vivons seulement égocentriquement, nous n'avons pas de vraie vie, nous avons une vie desséchée. Mais si nous oublions, nous risquons d'être étouffés par la communauté. Ce sont des choses qui doivent entrer, que tous les enseignants devraient avoir pour mission d'introduire dans les esprits des élèves. Je passe aussi rapidement sur l'idée d'affronter les incertitudes. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas seulement que nous sommes dans un monde de plus en plus incertain, dans une histoire planétaire dont on ne sait pas où on va, mais chacun ne sait pas, en arrivant au monde, quelle sera sa vie. On est peut-être certain de mourir, mais on ne sait jamais quel sera le jour de sa mort, ni de quoi, ni quelle maladie on ira. Et aujourd'hui, on rencontre beaucoup d'incertitudes qui viennent de la situation économique, de l'évolution économique, etc. Et donc, savoir comment cette incertitude peut être affrontée. Et là aussi, sans donner ici, il n'y a pas de recette, mais c'est introduire toujours au problème du vivre. Maintenant, si vous voulez, pour ne pas être trop long, je veux terminer sur une chose aussi importante, parce qu'elle a trait à la morale. Bon. Souvent, nous oublions que l'humain se définit non pas par l'individu, pas seulement par le fait qu'il appartient à une espèce donnée qu'on appelle l'espèce humaine, qui est une espèce biologique, et pas seulement par le fait qu'il est inséparable d'une société à laquelle il appartient, mais que tout ceci forme un trio, une trinité indissoluble. Pourquoi indissoluble ? Parce que, bon, je suis né
parce que j'ai été engendré par mes parents à la suite d'un système de reproduction où il y a mes ancêtres. Mais pour que ce système de reproduction fonctionne, il faut que deux individus se rencontrent et fassent un enfant ou plusieurs enfants. Donc je suis le produit de mon espèce et je suis en même temps son producteur. De même pour la société. Pour la société, elle ne vit que parce qu'il y a des interactions entre humains. Supposez qu'à Paris, une bombe atomique propre vide tous ses habitants, il restera quoi? L'Élysée, le Palais Bourbon et les musées. Mais il n'y aura plus de société. Les individus produisent sans arrêt leur société. Mais la société elle-même produit les individus en leur donnant le langage, en leur donnant la culture, et c'est grâce à la société que nous devenons des individus proprement humains. Si nous savons ça, nous avons déjà les éléments d'une éthique, c'est-à-dire nous ne sommes pas dans une boîte qui est la société comme des petits êtres autonomes. Nous ne sommes pas non plus des automates qui sont mus par la société. D'un côté, nous sommes déterminés par la société et de l'autre côté, nous avons nos possibilités d'action autonome. Donc, nous sommes dans la société, laquelle est dans nous. Une fois que vous savez ceci, vous savez donc qu'un lien irréductible nous unit à la société dont nous faisons partie. Et alors, à ce moment-là, dans les anciens empires, il y avait beaucoup d'individus qui étaient des esclaves, régnait l'esclavage. Et puis nous sommes dans les temps modernes où apparaît le citoyen. Qu'est-ce que c'est que le citoyen? Le citoyen, c'est quelqu'un qui a des droits et qui a des devoirs. La démocratie est née à Athènes, c'est-à-dire le citoyen qui examine la chose publique et intervient par son vote, par ses idées. Donc, citoyen, c'est des droits, mais aussi c'est des devoirs à l'égard de la société. Et c'est ici qu'intervient la morale. Moi, je dirais que plutôt que donner des leçons de morale abstraite, on doit rappeler ce lien ombilical que nous avons avec la société et que si nous sommes dans une démocratie, qu'elle soit inachevée, comme toutes les démocraties d'ailleurs sont inachevées, qu'elle soit divergente, dès qu'il y a un minimum démocratique, il y a un lien de responsabilité, de solidarité et à l'égard de l'autre. Et donc, je dirais que la morale, elle a trois branches. Une branche, c'est la morale pour soi et pour les siens. La morale pour soi, c'est quoi? C'est évidemment son propre honneur, son image de soi-même, c'est-à-dire vouloir être quelqu'un d'honnête et vrai. Ça, c'est un devoir moral. Mais c'est aussi une morale pour les siens. Il faut aider tant que possible les siens. Et quand je dis les siens, sa famille, ses proches, ses voisins. Donc nous avons des devoirs humains à l'égard de notre proximité la plus immédiate, la plus intime. Nous avons ces devoirs-là. Nous avons ces devoirs à l'égard de la société. Et puis arriver avec la mondialisation quelque chose de nouveau. Cette chose nouvelle, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, par la mondialisation, tous les êtres humains de tous les continents, de tous les pays, ils ont un destin commun, une communauté destinée. Pourquoi? Parce qu'on a tous les mêmes problèmes vitaux ou mortels. Pour nous tous, la biosphère, le monde vivant se dégrade, vous le savez, il y a des conférences à cet effet, il y a des articles dans les journaux. Nous dégradons notre univers vivant et par là même nous nous dégradons nos propres vies. Vous savez que les armes nucléaires se multiplient dans le monde et vont continuer à se multiplier, voire se militariser.
Nous savons que l'économie mondiale n'est pas régulée et qu'il y a non seulement des perturbations, mais il y a aussi un accroissement énorme des inégalités et que dans cette économie non régulée, il y a un besoin de régulation. Nous voyons que dans la crise mondiale, parce que cette crise mondiale vient du fait qu'avec le développement, l'Occident impose ses normes, ses lois, sa façon d'être aux autres civilisations, et par là même il les met en crise. Et le grand problème de ces civilisations, prenons le Maroc, c'est de faire la synthèse entre des apports positifs qui viennent de l'Occident et la sauvegarde de ces valeurs essentielles. C'est pour ça que je dis toujours, il faut développer, mais il faut envelopper. Si les gens ne sont pas enveloppés dans leur communauté, s'ils perdent leur solidarité derrière, ça doit aussi entrer dans l'enseignement, à mon avis. Donc, nous sommes dans une époque de solidarité humaine, mais nous n'avons pas conscience, c'est ça le paradoxe. Nous voyons au contraire qu'au lieu de prendre conscience qu'on a un destin commun, tous les humains, dans beaucoup de lieux, notamment en Europe actuellement, au lieu de prendre cette conscience, on se referme sur notre particularisme nationaliste, fermé, la peur de l'étranger, la peur de l'immigré, c'est-à-dire la peur de l'Europe, etc. Donc, je pense que là aussi, il est important d'enseigner aussi ce que disait d'ailleurs notre philosophe Montaigne. Montaigne disait « Tout homme est mon compatriote ». Et Montaigne aussi, il s'inquiétait beaucoup de sort que les conquérants espagnols faisaient subir aux indigènes des Amériques. Donc, si vous voulez, nous avons 3 directions de notre morale. Une morale pour nous et les nôtres, qu'il faut toujours sauvegarder, une morale pour notre société et une morale humaine. Moi, je crois que ceci doit être intégré. Et maintenant, si vous voulez, je termine en disant que ça nécessite un renouvellement de la formation des formateurs. Il faut que les éducateurs sachent se rééduquer en intégrant ces thèmes fondamentaux, si toutefois vous pensez qu'une telle réforme est indispensable. Moi, je vais apporter ici le petit livre que j'ai fait à la demande de l'UNESCO en l'an 2000, qui s'appelle « Les 7 savoirs nécessaires à l'éducation » et dans lequel je développe les problèmes de la connaissance, de la compréhension, de la trinité humaine, de l'incertitude. Donc, il y a eu aussi une réforme qui va dans le sens de la formation. Mais je crois que ce que je suggère ici, ce n'est pas un bouleversement complet de l'enseignement. C'est l'introduction de quelques thèmes que j'estime capitaux pour vivre, pour que les gens puissent affronter la vie avec toutes ces aléas et toutes ces difficultés. Je demande qu'on les introduise et non pas qu'on bouleverse tout. Et je demande aussi que l'on sache, que l'on se souvienne que l'éducation est une mission et que c'est une mission demande d'amour.